Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Voici les titres de cette édition. Israël et la France, des liens d'amitié, des liens politiques et économiques aussi. Pas assez peut-être du goût de certains entrepreneurs français. Ils accompagnent François Hollande pour cette visite officielle qui promet déjà un coup de boost aux échanges bilatéraux. Le point sur ces enjeux et sur les premiers résultats, c'est dans un instant avec l'avis de Daniel Rouache. Et puis retour sur les solutions drastiques employées par le pouvoir au Venezuela pour lutter contre l'inflation. Après l'armée envoyée dans les grandes surfaces, c'est la police qui multiplie les arrestations du côté des gérants de magasins. Nicolas Maduro, le président vénézuélien, s'attaque-t-il aux vrais coupables? Élément de réponse dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. On commence avec l'essentiel de l'actualité économique internationale et c'est le dernier grand rendez-vous de cette année 2013 pour les poids lourds du transport aérien international. Tous les grands noms sont présents au 13e salon aéronautique biennal de Dubaï. Le coup d'envoi a été donné hier, une première journée marquée par la rivalité entre les compagnies des pays du Golfe, mais aussi entre Boeing et Airbus bien sûr. Plus de 500 appareils déjà commandés et c'est l'américain, la star de cette édition, 150 Boeing 777 commandés par le seul Emirates. Une commande historique, 76 milliards de dollars pour ce nouveau modèle long courrier. Emirates qui signe aussi pour 50 exemplaires de l'Airbus A380 à hauteur de 23 milliards. Au total, on est déjà proche du record de 2007 avec des commandes évaluées à 140 milliards de dollars. Pour rappel, le salon du Bourget en juin dernier avait affiché 115 milliards de commandes et d'engagements d'achat. Et un autre secteur qui ne connaît pas la crise, c'est la finance de l'ombre avec ces chiffres publiés par le Conseil de stabilité financière. Il s'agit d'un rapport annuel. 71 000 milliards de dollars ont été brassés en 2012 par ce qu'on appelle le shadow banking, un système de financement parallèle qui permet de contourner l'intermédiation bancaire et qui s'affirme de plus en plus en véritable alternative des banques traditionnelles, puisqu'en termes d'avoir, il pèse aujourd'hui près d'un quart du total de la finance mondiale. Alors il s'agit d'une hausse de 8% sur un an pour ces transactions, plus 45 000 milliards en 10 ans, avec toutefois des interrogations quant à la transparence, la régulation et même la solidité de ce mode de financement non bancaire de l'économie. Trop de banques européennes ont survécu à la crise financière, un constat sévère, celui d'Andrea Enria, le président de l'autorité bancaire européenne. Dans un entretien au quotidien allemand FAZ, il se dit convaincu que trop peu de banques européennes ont été démantelées. 40 seulement, précise-t-il, en comparaison aux 500 disparitions du genre aux États-Unis. Et selon lui, cela a freiné le processus de convalescence du système financier européen. Une déclaration qui survient alors que les 130 plus grandes banques européennes sont actuellement passées au scanner par la BCE, un audit géant en forme de test de résistance pour ces établissements qui représentent 85% des actifs bancaires de la zone euro. L'affaire avait fait scandale il y a quelques semaines. Les conditions de travail alarmantes des ouvriers étrangers au Qatar en charge des travaux en prévision du Mondial 2022. Hier, Hassan Al-Tawadi, le secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe du Monde, a annoncé que Doha avait mis en place une charte du travail en réaction donc aux inquiétudes. Pas plus tard qu'hier, Amnesty International dénonçait une exploitation tragique de ces immigrés et les travaux forcés imposés sur ces chantiers. Nous avons remarqué que de nombreux bâtiments sont en très mauvais état et dans certains cas, les conditions de travail peuvent être dangereuses. Nous avons également mis le doigt sur la question du non-renouvellement des cartes d'identité. Et c'est un gros problème. Voilà, et puis un mot du budget en France avec un trou à prévoir de 5,5 milliards d'euros par rapport aux prévisions initiales. C'est au niveau des recettes fiscales que doit apparaître ce manque à gagner. Un décalage d'1 milliard sur la TVA, 4 pour l'impôt sur les sociétés et un demi-milliard pour l'impôt sur le revenu. Bernard Cazeneuve, le ministre français du budget, impute ces moindres rentrées fiscales à la conjoncture et il assure qu'il n'y aura pas de dérapage car, dit-il, la dépense est tenue. À noter que le député UMP Gilles Carré, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, évalue lui à 11 milliards d'euros ce trou dans les recettes fiscales. Beaucoup de sourires depuis hier entre François Hollande et Benyamin Netanyahou. La visite en Israël du président français semble confirmer la belle entente entre les deux pays. Alors pourquoi cette France amie, 5e puissance mondiale, ne pointe-t-elle aujourd'hui qu'au 10e rang des investisseurs étrangers en Israël? C'est justement pour corriger cette anomalie qu'une cinquantaine de chefs d'entreprise français font partie de la délégation. Avant d'en parler avec Daniel Rouache, on prend le pouls de l'atmosphère qui règne au niveau commercial entre les deux pays à la veille de la 2e journée de l'innovation Israël-France. Commentaire de Johanna Citruc. Relancer les relations économiques et commerciales entre la France et Israël. C'est l'un des objectifs de la visite de François Hollande. Accompagné de son homologue Shimon Peres et du Premier ministre Benyamin Netanyahou,
Le président français inaugurera mardi à Tel Aviv la deuxième journée de l'innovation Israël-France. Une première édition avait déjà été organisée avec succès à Bercy en décembre 2011. Elle avait réuni plus de 380 entreprises françaises et israéliennes. Plusieurs ministres font également partie du voyage présidentiel, comme Pierre Moscovici, à la tête de l'économie et des finances françaises, ainsi que Fleur Pellerin, en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Mais les plus attendus, ce sont ces grands patrons. Une quarantaine de dirigeants d'entreprises venus dans l'optique de signer ou officialiser des contrats. Plusieurs ont déjà été annoncés ce matin sur Europe 1 par Igal Palmor, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. 2 contrats entre les chemins de fer israéliens, la SNCF et Alstom. Alstom qui vient de remporter un appel d'offres de plus de 300 millions d'euros pour remettre à niveau les wagons des trains de l'État hébreu. Igal Palmor évoque également un contrat entre EDF et la compagnie d'électricité israélienne, notamment sur les énergies renouvelables. Puis il ajoute avoir entendu parler d'autres accords, cette fois dans le secteur privé, et particulièrement dans le domaine de la technologie de pointe. Une aubaine pour la France qui, avec moins de 3% de part de marché, n'est que le 10e fournisseur d'Israël. En 2011, les flux commerciaux entre les deux pays s'élevaient seulement à 2,3 milliards d'euros. Voilà, 70 millions de passagers dans 7 ans contre 12 millions seulement en l'an 2000. Alors c'est un contrat qui en appelle d'autres. On l'a vu, beaucoup d'espoir tout de même pour cette visite présidentielle. Beaucoup de décideurs français qui sont venus à la rencontre de la start-up nation, comme on l'appelle. On le rappelle, la France aujourd'hui, c'est seulement 2% du total des capitaux étrangers en Israël. Très loin derrière les États-Unis, par exemple, 23%. Avec nous pour en parler, le docteur Daniel Rouache, administrateur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour, je suis le président de la Chambre de commerce Israël-France et ce que je peux vous dire, ce qui a été annoncé précédemment est tout à fait vrai. Il y a un engouement entre la France et Israël, mais sur un point très important qui sont les startups, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises françaises, d'entrepreneurs sont là en Israël. Ils vont pas signer des méga contrats, mais ils vont créer un véritable foisonnement de partenariats potentiels. Une chose très importante, que vous avez cité le chiffre des Israéliens et des Français qui étaient à Paris il y a quelques années pour le Innovation Day. Ici, actuellement, on a pratiquement doublé les chiffres. Moi-même, je n'ai jamais vu ça. Ce soir, à la Chambre de commerce Israël-France à Tel Aviv, nous devions avoir 120, 150 personnes maximum et on est actuellement à 350 qui vont rentrer dans les salles du Sheraton. Et nous allons organiser des business meetings, network parties, musique et autres. Et c'est vraiment du jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Beaucoup d'intérêt. Donc, alors, de manière plus globale, comment expliquez-vous cette relative faiblesse de l'investissement français en Israël? On l'a vu, le marché israélien, pourtant, il est connu pour être très ouvert. Écoutez, la faiblesse, j'ai un ami qui s'appelle Joseph Klatzmann qui a écrit un livre qui s'appelle « Attention statistique ». Et dans ce livre, on exprime, quand il donne des chiffres, il y a certains chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes. Et les relations entre France et Israël, les chiffres qui sont publics, qui sont tout à fait exacts, ne correspondent pas à la réalité. C'est simple. Beaucoup d'entreprises françaises travaillent avec Israël à travers la Belgique, à travers la Suisse, à travers la Grande-Bretagne et même à travers les États-Unis. Vous avez des grands groupes industriels français qui exportent en Israël à travers leurs filiales aux États-Unis. Donc tout ça n'est absolument pas comptabilisé. Et un autre point qui est quand même majeur, c'est qu'énormément d'entreprises françaises coopèrent avec Israël sur le plan européen. Les statistiques ne couvrent pas cette réalité. Alors c'est vrai que c'est quand même assez modeste, mais il y a des raisons fondamentales de cette modestie. Si vous voulez, je peux les exprimer. Alors, vous l'avez dit, on a vu beaucoup de rencontres, on a vu la SNCF, beaucoup de rencontres importantes ces jours-ci. Pour quel secteur faut-il s'attendre à des contrats importants selon vous ces jours-ci? Écoutez, hier soir, j'ai mangé avec Pépi, le patron de la SNCF. Nous étions à Jérusalem. Il y avait également le patron de Orange. Et en fait, ces grands groupes industriels permettent aux autres entreprises françaises de n'avoir aucun complexe pour investir en Israël. C'est pour ça que le cas EDF est fondamental. On investit en Israël, on développe des opérations. Et ensuite, vous avez, et c'est là ma réponse à votre question, énormément d'entreprises françaises pourraient travailler dans le secteur de la biotechnologie de manière plus appuyée.
dans le domaine du web, dans le domaine du software, dans le domaine de la coopération technologique, dans des secteurs qui sont aujourd'hui laissés pour compte de la relation binationale. Il y a énormément de choses dans le domaine de la sécurité qui sont complémentaires entre Français et Israéliens, qui sont absolument pas exploités. Alors, on voit, le climat semble propice à vous écouter. Bien souvent, on a quand même l'impression que le climat des affaires dépend sensiblement du climat politique. On a parlé du boycott tout à l'heure. Vous êtes bien placé pour suivre l'évolution des échanges entre les deux pays. On surestime, selon vous, cette importance du politique ? Non, d'après moi, on ne le surestime pas. C'est une vraie réalité, mais c'est une réalité sur laquelle les Français le font partout. C'est-à-dire dans le monde entier, quand il y a un problème avec un pays qui a un problème politique, vous avez les grands groupes industriels français qui ralentissent leurs opérations. En dehors de quelques exceptions, que les relations soient bonnes ou mauvaises, vous avez le groupe L'Oréal qui investit en Amérique du Sud, dans des pays à très haut risque, ou en Russie, en Inde ou ailleurs. Ici, en Israël, effectivement, l'élément politique joue un rôle, mais très franchement, ce qui est en train de se produire, et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire, c'est que vous avez des petites entreprises, des start-up, des développeurs technologiques et autres, mais le politique n'a strictement rien à voir. Ils font des échanges. Merci. Et quand les jeunes Français ne veulent pas venir en Israël, c'est les Israéliens qui vont à Paris. Donc on est en train d'assister à, si vous voulez, un dédoublement des relations. Un, on a les grands groupes industriels, et deux, les petites entreprises et autres, et les partenariats technologiques. Merci Daniel Abrache pour toutes ces explications. Merci pour d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on suivra bien évidemment les temps forts de cette journée de l'innovation Israël-France qui se déroule donc demain à Tel Aviv. Allez, on passe à notre second dossier. Il y a parfois des métiers à éviter et mieux vaut ces temps-ci ne pas être gérant de magasin au Venezuela. La semaine dernière, le Parlement a octroyé des pouvoirs spéciaux au président. Nicolas Maduro gouverne par décret et il ne s'est pas fait prier. C'est une purge qui sévit du côté des patrons d'enseignes. Déjà une centaine d'arrestations. Ils sont les victimes de la guerre économique engagée contre l'inflation record qui sévit dans le pays, 54% par an. Alors les ennemis du justicier Maduro se nomment la bourgeoisie et l'impérialisme. Mais pour certains, eh bien, le successeur de Hugo Chavez s'est trompé d'adversaire. Regardez. L'opération anti-inflation se poursuit au Venezuela. Jeudi dernier, Nicolas Maduro a annoncé l'arrestation d'une centaine de gérants de magasins. Une vaste opération rendue possible après l'octroi de pouvoirs spéciaux au président, approuvé par le Parlement. Désormais les mains libres, Maduro pourra gouverner par décret pendant 1 an avec un but précis, mener la guerre économique. Une guerre déclenchée selon lui par la bourgeoisie et l'impérialisme. Si je devais m'autocritiquer en face du peuple, la plus grande critique serait que j'aurais dû réagir plus tôt, beaucoup plus tôt, pour faire face aux spéculateurs, aux voleurs et aux parasites bourgeois qui ont déclenché une guerre dans ce pays. Des parasites accusés d'acheter des produits au prix du dollar officiel avant de les revendre au prix du dollar du marché noir, 6 à 7 fois plus cher. Personne ne sortira gagnant avec un Venezuela déstabilisé dans un climat violent et chaotique. Un Venezuela stable, en paix, avec une croissance et en développement est la meilleure garantie pour une stabilité énergétique dans le monde, pour la paix dans la région et la prospérité pour tous. Ne faites pas cette erreur. Sans bourgeois derrière les barreaux. C'est la réponse du gouvernement vénézuélien à l'inflation galopante. Plus 54% en 1 an. C'est le taux le plus élevé de toute l'Amérique latine. Autre mesure prévue par cette offensive économique, la limitation des profits des entreprises dans une fourchette de 15 à 30%. Là encore, l'objectif est de faire baisser les prix. Notre objectif principal est d'obtenir des prix équitables, stables. Nous sommes en train d'y parvenir. C'est un vrai défi de consolider des prix équitables. Ceci montre que pour la première fois dans l'histoire du Venezuela, les prix peuvent baisser, même si ici, on dit que tout ce qui monte ne descend jamais. Depuis le début de cette campagne anti-inflation, près de 1500 magasins ont été inspectés par des fonctionnaires ou même des militaires. Caracas veut imposer des baisses de prix de 50 à 60%. Mais pour le parti d'opposition, Justice d'abord, le gouvernement n'a pas ciblé les vrais coupables. Plutôt que de s'en prendre aux commerçants, il prône la lutte contre la sous-évaluation de la monnaie nationale, le bolivar. L'origine véritable, selon lui, de l'envolée des prix des produits importés. Voilà une monnaie plus forte, une solution peut-être dans un pays où la balance commerciale est déjà largement excédentaire grâce au pétrole. Et nous, on va passer maintenant au Media Watch.
Le Media Watch avec un pays qui fait lui aussi souvent parler de lui pour sa monnaie jugée sous-évaluée, c'est le Japon. Tokyo mise sur ses exportations pour relancer son économie et qui dit exportation japonaise dit entre autres électronique et donc Sony. La PS4 a été lancée en fanfare la semaine dernière. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Un lancement plus qu'en fanfare même. Oui, fanfare c'est le mot puisque Sony a vendu 1 million d'exemplaires de sa nouvelle console de jeu, la PS4, donc la PlayStation 4, et tout ça en seulement 24 heures de commercialisation aux États-Unis et au Canada. C'est donc un véritable record. D'ailleurs, la dernière version, la PlayStation 3, qui était sortie en 2006, avait mis plus d'une semaine pour atteindre les 200 000 acheteurs. Merci Johanna, on se retrouve demain pour un Media Watch un peu plus long, on l'espère. On espère. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro d'Économie le Mac sur i24 News. L'info continue. Restez avec nous.